Bonsoir et bienvenue à tous. Ce soir, c'est Faisal Maliki qui nous accompagnera tout au long de cette émission, chargé des affaires culturelles à la mairie de Pamandzi, mais il est également théologien et en cette période de Ramadan, il nous expliquera les vertus de ce mois béni. Mais comme vous le savez, le principe de l'invité de la semaine, c'est de mieux connaître la personne. Bonsoir Faisal et bienvenue. Difficile de se décrire, mais qui est Faisal Maliki? Alors, tout d'abord, assalamu alaikum, bonsoir à toutes et à tous. Faisal Maliki, c'est donc un jeune né à Pamandzi, d'un père, M. Mohamed Maliki, et d'une mère, Mme Reyhan Bouana, en 75, donc en pleine période de séparation des îles, donc mouvementée. Donc c'est ainsi, Faisal, c'est un enfant aussi mouvementé initialement, qui a su écouter, mais qui a su recevoir. Et maintenant, me voici en train d'essayer de restituer le peu que j'ai pu retenir de cette famille, du père qui a été assez quand même très directif, avec une vision de vie qui avait toute sa place. Ce n'est qu'aujourd'hui que je vois tout le travail qu'il a fait. Donc Faisal Maliki, c'est donc un enfant de ce monsieur, donc d'une fratrie de 11 enfants, je suis le 7e. Donc j'ai bien entendu 3 grands frères et 3 grandes sœurs, plus 2 petits frères et 2 petites sœurs. Donc c'est là-dedans que Faisal Maliki a grandi et nage encore. Alors, est-ce qu'on prononce le « i » de Faisali ou on ne le prononce pas ou c'est uniquement votre mère qui le prononce? Alors, c'est toute une histoire. Normalement, on ne l'entend pas. Ça vient de l'arabe, Faisal, on ne l'entend pas le « i », mais ce « i » là, il est là particulièrement quand ma mère s'énerve. Donc on l'entend très bien. Faisali. Donc j'ai tendance à dire souvent que le i, ça c'est une chasse gardée de ma mère, et quand c'est énoncé, je sais que je dois être au carreau. Et Faisal en arabe, cela signifie quoi? Quelle est la signification de Faisal? Faisal vient du terme, du verbe faswala, ça veut dire séparer. Il y en a qui disent Faisal, c'est lui qui, ça veut dire un terme, un nom actif de celui qui sépare entre le bien et le mal. Donc ça serait plutôt dans ce sens-là. Oui, mais la racine même, c'est Faswala, ça veut dire séparer. Quel est votre parcours, Faisal Maliki? Alors, mon parcours, il est intéressant avant le 6e. Pourquoi avant le 6e? Parce que j'ai connu au moins 6 établissements élémentaires, ce qui est rare. Donc j'ai connu, mais ça m'a permis un peu de connaître Mayotte. J'ai commencé bien entendu à Pamandzi, l'école primaire. J'ai connu Bandrabois en CM1, j'ai connu Sada. Et dans tous ces parcours-là, il y a des personnages qui m'ont marqué. Mais le feu Fundi Banil Mati à Bandrabois. Donc à Bandrabois, j'ai fait donc CM1 et puis Sada avec M. De Gaulle à l'époque qui faisait peur pour le CM2. Tu étais au CM1 aussi? Exactement. Et puis Bandrélé pour finir mon CM2 à La Réunion. Donc tout ce parcours-là, ça m'a permis de connaître plusieurs établissements, donc plusieurs personnes, plusieurs enseignants. Pourquoi ceci? Je pense que c'est justement ce Faisal mouvementé qui a amené mon père à m'inscrire dans tout ce parcours-là. Mais ce n'était pas par rapport à l'activité professionnelle de votre père? Du tout, du tout. C'était par un jeune assez intenable sur place. Donc puisqu'il était intenable sur place, il fallait le faire circuler un peu partout. Donc, on m'a fait circuler partout. Et ça a été mon éducation. Justement, quel enseignement tirez-vous de ces passages de Pamandzi à Bandrabois en passant par Sada? Alors, personnellement, ça m'a permis de connaître Mayotte en profondeur. Mayotte en profondeur, à cette époque-là, nous ici en Petite Terre, Pamandzi notamment, on avait par exemple l'électricité, ce qui n'était pas le cas à Bandrabois. À Sada, si, mais c'était solaire. Il y avait sur la place publique un lieu où il y avait un poteau qui était alimenté par le solaire. Donc, qu'est-ce qui m'a appris? Moi, ça m'a appris tout simplement à connaître la profondeur du Maoré. C'est quoi le Maoré? C'est quoi ce qui définit le Maoré? Ça m'a permis d'aller chercher cette identité et surtout de faire souvent le lien entre le progrès qui va très très vite et la tradition qui est un peu au ralenti ou bien qui est étouffée parfois. Donc tous ces parcours-là m'ont permis d'observer, de regarder et de saisir ce que c'est le Maoré.
Et après la 6e, il y a eu le collège et ensuite le lycée et les études supérieures. Tout à fait. Il y a eu le collège tout d'abord à La Réunion, puis revenir à Mayotte. Le collège brièvement, enfin le collège général, puisque après je me suis retrouvé en parcours professionnel, donc au lycée de Kani. On fait partie de la génération qui a inauguré le lycée de Kani. À l'époque, je faisais de la mécanique auto. Donc, je faisais ce qu'on appelle à l'époque 3e préparatoire, donc CAP-BEP. Par la suite, par un mouvement assez étrange, je me suis retrouvé en Arabie Saoudite. Donc, je devais tout réapprendre, la langue, donc apprendre la langue arabe dans un institut de langue arabe, qui m'a permis par la suite de passer mon bac là-bas, commencer l'université. Et puis, au bout de je n'ai pas approfondi mon parcours universitaire. Je me suis retrouvé à Strasbourg pour une année, et puis à Bordeaux jusqu'à la thèse, jusqu'au doctorat, que je suis encore en train d'essayer de finaliser. Sur quel thème le doctorat? Alors, mon doctorat porte sur l'animisme, l'islam et la République à Mayotte. Quel type d'articulation, étant donné que nous sommes un territoire républicain, et nous sommes quand même de culture musulmane. On aura l'occasion brièvement de parler. Vous pouvez nous en dire un petit peu davantage concernant votre objet d'étude. Mais d'une manière générale, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre enfance? Ce qui m'a beaucoup plus marqué dans mon enfance, c'est étrange, ça me vient là à l'esprit, c'est, comment dirais-je, la patience qu'avaient certains de nos aïeux à nous transmettre des choses. Tout à l'heure, je parlais du feu Ben Ilmati à Banrabois, qui avait une patience assez extraordinaire. Ça m'a marqué. Mais à travers lui, une fois, il était aveugle, ce monsieur. Et une fois, il y avait un bringuet, il y avait donc le tam-tam box, comme on dit en français, il y avait un bringuet dans le village. Le fait qu'il m'ait entraîné d'aller me battre, enfin d'aller participer, alors que lui-même ne pouvait pas assister, puisqu'il était aveugle. Donc cela m'a marqué, mais j'ai compris par la suite cette dynamique de permettre à l'enfant de confirmer une position au sein de la société. Donc cette action non seulement le personnage m'a marqué, mais cette action-là m'a marqué. Et puis il y a aussi quelque chose que j'aimais beaucoup quand j'étais tout petit, aller chercher le miel dans qu'on appelle ça encore, dans sa niche. Donc j'avais une pratique assez singulière à l'époque. Je le faisais, je ne me faisais jamais attraper, je ne me faisais jamais piquer par les abeilles, alors que tous mes collègues derrière se faisaient courser. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais su comprendre. Et quand j'ai compris la place du miel ou bien le rôle que le miel a sur nous, je me suis dit que j'aurais dû continuer à faire ça peut-être. Alors, quel est votre degré d'implication dans la société pamandienne? Est-ce que vous avez un engagement associatif? Vous êtes militant d'une association? Alors, le terme militant ne serait peut-être pas le plus convenable, mais disons que je participe d'une manière naturelle à construire notre vie, ma vie personnelle, familiale, mais aussi sociétale. Je suis bien entendu président de 2-3 associations, je contribue dans certaines associations. Depuis étudiant, j'étais également militant, là je reprends le thème, dans le cadre associatif en métropole, et je continue encore à l'être, mais c'est moins le cadre de militantisme ou bien associatif, c'est l'engagement en soi d'une manière générale, l'engagement dans l'absolu. Donc je suis toujours engagé dans ma commune, dans Mayotte d'une manière générale. J'ai essayé par exemple, d'écrire un bouquin pour démontrer qu'on peut se rehausser. J'ai essayé de participer à des conférences, j'en ai même organisé. C'est une manière de dire qu'il y a des choses à faire. J'ai fait des cours de soutien, j'ai fait des écoles coraniques. Enfin, la palette est assez large sur ces engagements. Mais ce n'est pas restreint au cadre militantisme, parce que c'est restreint. C'est un engagement d'une manière générale. Et tout ce qui me semble nécessaire et positif pour les miens, je mets de l'énergie pour le faire. Justement, quel regard portez-vous sur la société mahoraise? J'ai tendance à dire que nous sommes un peuple aimé et béni par Dieu. Seulement, à partir d'un certain moment, on a loupé le virage. Et il y a l'aspect un peu, le revers de la médaille qui est en train de prendre le dessus, c'est-à-dire cette angoisse, cette peur, cette insécurité qui commence à prendre le dessus. Moi, mon regard, c'est justement cette société qui a
mis des garde-fous pour préserver l'humain, en tout cas l'épanouissement, l'esprit collectif, la conscience collective, mais dans le sens vraiment de complémentarité, cela se perd et l'autre bord est en train de prendre le dessus. Mais je reste encore optimiste. Je pense qu'il y a tant de choses à faire. Il suffit juste peut-être de... et là, tout le monde est convoqué. Je pense que c'est une responsabilité partagée. Que tout le monde y prenne part à ce combat, d'amener le Maoré à vraiment mettre en valeur sa culture, sa personnalité, parce que ce n'est qu'une personnalité positive, une personnalité qui ne peut apporter que du bien. Le côté négatif, c'est justement parce qu'on a loupé, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a peut-être voulu aller trop vite dans la mondialisation, peut-être trop vite dans l'individualisme, sans avoir acquis les outils permettant de vivre ce monde individualisé et autres. Peut-être ce n'est pas notre monde à nous, et nous avons notre propre monde, et ce monde-là, c'est celle que j'essaie de définir, en tout cas concernant Mayotte. C'est vraiment une culture assez riche, assez patiente. Il y a cet écrivain, Sophie Blanchy, qui disait que la société mahoraise, c'est une société de consensus et d'empathie. Et souvent, je m'arrête à cela. Je peux ne pas être d'accord dans tout son œuvre, mais juste sur ces deux mots-là. Voilà, une société de consensus, ça veut dire on essaie toujours de trouver un moyen d'être d'accord ensemble, et puis d'empathie, parce que la problématique, ça veut dire les difficultés que mon voisin subit, je les supporte aussi, je les ressens, je compatis dans ce sens-là. Alors, avant de revenir à votre activité professionnelle actuelle, est-ce qu'auparavant, vous avez déjà occupé d'autres postes en tant qu'activité professionnelle? Alors, avant d'être directeur de la culture, de la jeunesse et de la vie associative, j'étais directeur de la bibliothèque municipale de Pamandzi. Et avant cela, j'étais dans le privé, que ce soit au niveau national. Ça fait rire quand je dis ça à ma femme. J'étais agent de sécurité, donc je faisais de la sécurité. J'ai fait de la mécanique. Initialement, donc quand je suis venu en 2004 à Mayotte, j'ai travaillé dans une boîte de mécanique bateau. Et puis après, je suis rentré dans la fonction publique parce que justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les engagements ont leur place, mais vraiment leur plénitude dans les services publics. Donc, pour revenir à votre métier actuel, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'intitulé exact de votre fonction? Alors, directeur de la culture, de la jeunesse et de la vie associative, ça c'est l'intitulé du poste, et moi je suis de grade d'attaché territorial. Et bon, peut-être... En quoi consiste justement votre métier, votre activité au quotidien? Alors, dans un premier temps, ma mission consiste à définir une politique culturelle. Une politique culturelle sous-entend la mobilisation de certains leviers de notre culture, parce qu'une culture, c'est une composition de l'art culinaire, des danses, mais aussi de la langue, du religieux. Donc, c'est l'ensemble de toutes ces choses-là qui formalisent une vision de vie. Donc, il était nécessaire de formaliser une politique culturelle en cohérence avec notre propre identité et mobiliser donc les acteurs associatifs, d'où la vie associative, la jeunesse, bien évidemment, parce qu'il faut l'encadrer, il faut l'éduquer à bénéficier de tous ces aspects de sa culture. Donc, ma mission, essentiellement, consiste à bâtir cette politique culturelle, à le traduire, à l'accompagner, mais aussi à mobiliser les leviers financiers nécessaires pour que cela soit possible. Alors, actuellement, est-ce que c'est compliqué d'activer ces leviers? Parce que souvent, les gens ont une vision un peu réductrice de la culture. Alors, j'ai tendance souvent à dire que je n'aime pas être trop sévère avec nous, parce que j'ai dit souvent que les communes existent au niveau national depuis Napoléon. Nous, les communes à Mayotte ont mon âge. Donc, c'est récent, c'est 1975 qu'on a créé les communes. Et quand on a créé les communes au niveau national, il y avait encore l'État qui centralisait, qui construisait des infrastructures. Nous, les communes sont venues et on a passé déjà la décentralisation en 1981 avec Mitterrand. Avec Mitterrand. Donc, la tâche est compliquée, certes, parce qu'il y a des moyens qui ne sont pas au rendez-vous. Et surtout, mais
oui, compliqué, mais à la fois stimulant parce qu'il y a cette culture qui est là, qui est palpable, qu'il faut le préserver. Donc, même s'il n'y a pas les moyens, il y a les individus, il y a l'humain. Donc, effectivement, difficile, pas assez de moyens, surtout la décentralisation qui n'a pas tenu en compte que les infrastructures, l'État ne nous les a pas offertes sur une table, mais il faut que nous construisions tous aujourd'hui. Donc, il faut mobiliser. Heureusement, il y a l'Europe, peut-être il y a des possibilités, et encore, montage de dossiers, etc., c'est pas simple. Il y a la ministre qui l'avait énoncé une fois qu'il nous manque des ingénieries. Voilà, je ne suis pas tellement d'accord, mais jusqu'à certains niveaux, oui. Parce que nous, on peut jouer sur l'aspect purement humain. On peut ne pas avoir comment dirais-je ça d'une manière plus facile, la nécessité des infrastructures bâties peuvent ne pas être vraiment utiles pour nous, mais l'humain, vraiment l'humain, travaille sur l'humain. Par exemple, on travaille souvent sur la culture immatérielle. C'est qu'il y a des choses qui sont palpables, qui sont là, et que ce sont des matières qui font partie de mes missions et que j'essaie de recadrer, déjà, comment dirais-je, faire le relevé et puis reformuler de sorte que cela puisse être audible au niveau national, au niveau des autorités. Et des décideurs. Venons-en à votre deuxième casquette. Vous êtes imam, vous êtes un connaisseur de la religion musulmane. Et en ce mois, en cette période de Ramadan, est-ce que vous pouvez nous dire en substance la signification ou la portée de ce mois de Ramadan? Alors, l'islam, c'est une religion qui est très, très logique. Et il y a, comment dirais-je, les jours, les semaines, les mois, l'année, tout ça rentre dans une logique assez bien définie. Donc, dans cette logique, il y a des temps préférés, qui sont préférés et aimés par Dieu. Les vendredis pour la semaine, pardon, excusez-moi, pour le quotidien, les matins et maghrib, l'heure des prières, parce que c'est le moment où on aura peut-être le temps de revenir tout ça. Et il y a le mois de Ramadan, c'est le rendez-vous annuel. Il y a le mois de Ramadan, il y a le Hajj également. Et le mois de Ramadan a ceci d'extraordinaire, c'est que c'est le mois où nous sommes également interrogés sur notre propre responsabilité et nos engagements. Le terme engagement, tout à l'heure je parlais d'engagement. Donc c'est l'espace où l'être humain est appelé à se rehausser au niveau des anges. Les anges ne mangent pas, ne boivent pas, n'ont pas de rapport homme-femme. Donc nous sommes demandés dans un laps de temps de se rehausser à ce niveau-là. Et se rehausser à ce niveau-là, s'il y a une certaine humilité, au fait, le cheminement nous amène à observer, à regarder ceux qui ne peuvent pas se nourrir au quotidien, ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui sont malades. Et puis en même temps, cette même dynamique nous amène la santé. Donc il y a une conjugaison de valeurs et de bienfaits qui sont à l'intérieur de ce mois de Ramadan et qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de tout expliquer, mais on a tout intérêt à s'y coller, pour utiliser un langage de Jésus, à s'y coller spirituellement pour bénéficier des bienfaits de ce mois de Ramadan. Alors, pour revenir à des choses plus ou moins prosaïques, qu'est-ce qui est interdit pendant le mois de Ramadan? Alors, ce qui est interdit pendant le mois de Ramadan, d'une manière, on dit arrêter de manger au lever du jour jusqu'au coucher du soleil. C'est ce que, au niveau de nourriture, donc s'abstenir de la nourriture, de boire, de rapports sexuels, s'abstenir les yeux de regarder ce qui est interdit, s'abstenir de dire des choses qui n'ont pas de sens. Donc, en fait, c'est au lieu de parler de ce qui est interdit, qu'est-ce qui est recommandé? En fait, il est recommandé à l'être humain, aux musulmans, d'être exemplaire sur tout ce qui est les bons comportements. Les bons comportements en termes en termes d'entente entre vous et votre entourage. Le bon comportement, bien entendu, avant tout envers Allah subhanahu wa ta'ala, et puis envers soi-même et envers l'entourage. Donc, il y a trois obligations, trois droits
qui sont impératives. Donc, ce qui est interdit, je disais rapidement, c'est arrêter de manger, boire et avoir des rapports sexuels avec sa femme ou son mari, mais aussi mentir, regarder ce qui n'est pas permis, enfin tout ce qui est illicite et, comment dirais-je, est doublement interdit durant ce mois de Ramadan. Voilà. Alors, parlons de l'islam d'une manière générale. Peut-on parler de l'islam à Mayotte ou de l'islam de Mayotte? L'islam à Mayotte, l'islam de Mayotte. Je ne sais pas dans quel... au niveau universitaire, on parle des islams. Au niveau universitaire, on parle qu'il n'y a pas un seul islam, mais chaque espace, chaque territoire a son propre islam. Donc, à partir de là, peut-être on peut dire l'islam de Mayotte. Mais si on parle de l'islam de Mayotte, est-ce que c'est un islam qui coupe le pont avec la Ummah, ça veut dire la quintessence de l'islam, la lettre de l'islam? Je pense qu'il faut, à mon sens, il ne faut pas le voir dans le sens-là. Il faut parler de l'islam de Mayotte dans le sens que l'islam, c'est une religion qui ne va pas pour bannir la culture. À la limite, dans la culture, ce qui nous amène à être des associateurs, des mouchriks, la religion est très virulente. Mais quand il s'agit d'une culture où il y a des danses, il y a une manière de manger, une manière de boire, il y a plutôt une bonne articulation qui se fait. Et dans ce sens-là, on peut parler de l'islam de Mayotte. Mais c'est un islam qui considère d'abord les bases. Quand on parle de bases, ça veut dire l'islam a deux sources. Il y a le Coran, il y a la tradition prophétique. Et par la suite, il y a les madhahib. Donc nous sommes ici, nous sommes madhabi Shafi. Donc encore une fois, l'islam de Mayotte qui retient le Coran, la Sunna, mais qui se définit aussi par ce rythme qu'on dit madhab shafi'ite. Alors, on lit souvent dans les grands titres un islam à Mayotte, un islam tolérant et omniprésent au quotidien. Ça vous va comme qualificatif? Omniprésent au quotidien, de toutes les manières, l'islam englobe. Justement, l'islam nous dit de la naissance au décès. Quand déjà l'enfant est né, on fait l'adhan, donc on fait la circoncision, etc. Donc, nos mariages, donc l'islam, effectivement, meuble l'ensemble de notre vie. Et puis la deuxième chose, c'était? C'était islam tolérant. Oui, je pense que sur ce point-là, on ne peut pas reprocher au Moré cette tolérance. Ne serait-ce qu'admettre qu'il y ait une constitution française au-dessus, ça c'est vraiment on va dire le summum, parce que l'islam, justement, le fond de l'islam, il n'y a pas plus haut que le Coran en termes de droit, de charia. Alors que nous, aujourd'hui, on plébiscite bien la République française, la loi française, le droit commun. Ça, c'est d'une manière purement idéologique. Mais même dans nos pratiques quotidiennes, on voit comment est-ce que l'enfant pratique le shoni, et après le shoni, comment est-ce qu'on consomme certaines pratiques. Souvent, j'ai tendance à donner l'exemple de la bise. Maintenant, partout à Mayotte, on le voit. C'est une pratique qui se fait. Filles, garçons, on se fait la bise. C'est quelque chose qui n'est pas foncièrement existant dans notre culture. À la limite, il existait quand on partait à la Mecque et on revenait, et c'était un proche. Quand on a quelqu'un qu'on n'a pas vu de longue, mais tous les matins, tous les après-midi, ça n'existe pas. Donc, si ce n'est pas une tolérance, je ne sais pas comment le définir. Alors, il nous reste à peine 2 minutes. Une première question avec une réponse rapide. On ne peut pas parler de l'islam sans parler de l'islam politique. Votre réaction par rapport à cela? À Mayotte ou ailleurs? D'une manière générale? De manière générale. Effectivement, on ne peut pas. Je pense qu'on ne peut pas. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a un propos qui dit qu'on ne peut pas comprendre le monde où nous vivons si on n'a pas une culture générale de 3000 ans. Et dans cette culture générale de 3000 ans, on a plusieurs idéologies. Il y a l'islam, effectivement, il y a le catholicisme, il y a le judaïsme, et il y a d'autres.
Donc, et puis il y a le monde moderne qui vient avec son idéologie capitaliste, etc. Donc je pense que chaque idéologie essaie de quand même se défendre ou bien se mettre une frontière, et l'islam est également concerné. Alors il nous reste 1 minute en guise de conclusion. Quel conseil donneriez-vous ce soir aux jeunes qui nous écoutent, qui nous regardent? Alors, si j'ai un conseil, je dirais plutôt que faisons l'examen de soi, faisons notre regard de nous. Je pense qu'on a une richesse extraordinaire, apprenons-le et essayons de le traduire au quotidien. Et cette richesse commence par nous connaître nous-mêmes, connaître nos proches, mères, pères, frères et sœurs, et puis femmes, enfants, etc. Je pense que c'est essentiel pour pouvoir apprécier cette vie. Sinon, cette vie devient une lourdeur, une angoisse, etc. Alors qu'on a une part de bienfait dans ce monde, il serait bien d'en bénéficier. Et on ne peut pas bénéficier d'une manière sans profondeur. Et il faut un peu de profondeur. Merci beaucoup, Faisal Maliki, d'avoir été l'invité de la semaine pour ce samedi. On se retrouve demain pour la version mahoraise. Passez une très belle soirée sur Mayotte la Première.